Le bruit des bottes a laissé place au silence du code. Le champ de bataille moderne est numérique, cognitif et il est actif 24 heures sur 24. Nos démocraties font face à une double menace, les cyberattaques qui visent nos hôpitaux et nos infrastructures et les campagnes de désinformation qui visent nos esprits. Comment se défendre quand l'ennemi est invisible et partout à la fois? Pour dresser l'état des lieux de cette guerre de l'ombre, deux expertes de premier plan, Valérie Viet-Triem-Tong est professeure à Centrale Supélec en informatique et cybersécurité. Elle est directrice de l'équipe pirate de l'IRISA. Et Frédérique Segon est linguiste informaticienne, directrice d'INRIA Défense et Sécurité. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Elles seront questionnées par un duo d'étudiants de choc. J'espère que vous allez bien les applaudir. Augustin Fauré et Jules Rancurel, qui sont étudiants membres de l'association Symposium Centrale Supélec. Bonjour mesdames, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc pour introduire cette table ronde, on va commencer par comprendre et définir ce que sont ces guerres invisibles et ce à quoi elles font référence. Donc, que recouvre précisément l'expression guerres invisibles et en quoi diffère-t-elle des conflits plus traditionnels? Alors je vais prendre la question. Donc, ça a déjà été un peu dit, hein, la guerre invisible, c'est une guerre qu'on ne voit pas. C'est une guerre qui se mène tous les jours sur nos portables, que ce soit les téléphones, que ce soit les ordinateurs, que ce soit n'importe quel objet connecté qu'on puisse utiliser, mais aussi dans nos cerveaux. Alors, si on fait le parallèle, hein, comme disait Jules, avec une guerre conventionnelle, ben, dans une guerre conventionnelle, on va avoir des frontières. On est capable d'identifier les ennemis parce que ils ont des uniformes, ils ont des armes qui sont bien réelles, qu'on voit. Il y a des bâtiments qui sont détruits, il y a des victimes qu'on peut compter. Bref, dans une guerre conventionnelle, c'est du concret, c'est du visible et c'est du mesurable. Dans la guerre invisible qui se passe dans le cyberespace, les ennemis, on ne peut pas les identifier. Ils sont cachés derrière des ordinateurs, ils sont cachés derrière un anonymat. Et puis, il y a tout type d'attaques qui vont... les attaques vont... Elles sont pas immédiates, elles peuvent... rentrer, donc ça a été dit tout à l'heure, dans le code et avoir des effets à plus long terme qu'on ne peut pas voir. Et puis elles peuvent aussi rentrer dans nos esprits en nous manipulant, et ça, on reviendra là-dessus. Donc, en gros, dans la guerre invisible, dans le cyberespace, on va avoir une partie numérique, une partie code et une partie cognitive qui passe aussi par le code, mais pas uniquement. Merci beaucoup. Donc, on va essayer de comprendre un peu mieux ce qu'est une cyberattaque exactement. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'une cyberattaque? Est-ce que vous pourriez nous en faire une démonstration? Alors, oui, je pense qu'on comprend bien les choses qu'on voit. Donc, si je peux avoir le retour vidéo de mon ordinateur, j'en serais ravie. Donc moi, je vais vous prendre l'exemple d'un site web que vous voyez ici. Donc, j'ai pris l'exemple d'une ONG. Cette ONG, elle a une cause qui est la défense des renards arctiques. Bon, comprendre, c'est pas une organisation dont la spécialité est l'informatique. Et cette organisation, elle a besoin, comme plein d'autres, d'avoir un moyen de communication sur Internet. Et souvent, c'est un site web. Et ce site web, comme c'est pas une organisation informaticienne, elle va utiliser des outils sur étagère pour faire ça. Et là, en l'occurrence, elle utilise un outil que vous connaissez peut-être qui s'appelle WordPress. Il se trouve que WordPress, c'est une espèce de grande boîte à outils pour faire des sites web, et puis on peut mettre des extensions. Et en 2024, alors je prends un exemple, mais parmi 1 milliard d'exemples, en 2024, il y avait un plugin pour WordPress qui était vulnérable. Et je vais vous montrer concrètement qu'est-ce que ça veut dire et comment on l'exploite. Donc, on a ici, vous la reconnaîtrez quand on y reviendra, une application web toute belle qui est l'application servie pour cette entreprise. Il se trouve que par ailleurs, cette entreprise, elle est sensible à cette vulnérabilité-là qui a été moultement documentée sur Internet. Et vous pensez bien que les attaquants aussi lisent Internet. Et donc, ils peuvent faire ce que je vais faire devant vous. Le code qui s'exécute en jaune ici,
il s'exécute sur mon ordinateur. Et sur mon ordinateur, je vais envoyer un message, qui est le message qui est écrit là, que je trouve sur Internet. Ça, c'est documenté, moultement documenté. Je vais envoyer ce message-là à l'application web, comprendre au serveur qui livre cette application. Donc, rappelez-vous, mon application, elle est là, et je lui envoie le code qui est ici. Je lui envoie. Vous avez vu, ça a bougé un tout petit peu. Ça dit, ce qui est important, c'est ce que je vais lire ici. Ça dit, votre application, elle a reçu le message que vous lui avez envoyé et elle a installé le plugin que vous lui avez envoyé, le plugin WordPress. Ça, déjà, c'est un problème de sécurité parce que ça veut dire que n'importe qui peut envoyer n'importe quoi et cette application a réagi. Là, il y a un problème, c'est quelque chose qui est mal implémenté. Ça, normalement, ça ne devrait pas exister. Bref, qu'à cela ne tienne, maintenant, le code que j'ai envoyé, en fait, elle me permet, si vous les arrivez à lire, je pense que c'est petit, mais ça, c'est la même adresse que le code de l'application, sauf que maintenant, il y a une deuxième page qui n'existait pas avant, qui est due au code que moi j'ai envoyé. Et ce code, il est super bien parce qu'il va me permettre, en tant qu'attaquant, d'exécuter des commandes sur le serveur de l'application web. Alors, je rappelle, s'il en était besoin, que ce que je fais là, je le fais à des fins de démonstration et de vulgarisation, de formation, mais à partir de maintenant, c'est ce qu'on appelle une cyberattaque. Et une cyberattaque, l'accès non autorisé à un système informatique ou l'usurpation d'identité, c'est un délit passible du pénal. Donc à partir de maintenant, on ne réplique pas ce que je vais faire sur un système qui est en production, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on lit ici? On lit que donc j'ai envoyé du code et ce code a fait une petite première analyse. Il dit juste, tu as compromis un ordinateur, voici son adresse. Tu as eu compromis un utilisateur, voici son nom. Et sur la machine que tu as compromise, elle fait tourner un système d'exploitation de type Linux, donc voici la version exacte. Elle dit aussi, il y a des comptes utilisateurs sur cette machine et il y a de l'activité, il y a des processus qui tournent. Et j'ai détecté qu'il y a 52 fichiers qui sont déjà à toi. OK. Alors maintenant, quand votre attaquant a ça, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de voir qui il est sur cette machine. Donc il va poser la question qui je suis. Alors je vous ai déjà spoilé parce que vous connaissez la réponse. Qui je suis. Donc là, je demande, j'envoie ce code. Pour l'instant, il est sur ma machine. Quand je l'envoie, il est exécuté sur l'application, sur le serveur qui héberge l'application. Et ça, donc je lui demande qui je suis. Là, le serveur me dit, tu es chez moi et tu t'appelles www.data. Ça, c'est le nom de l'utilisateur qui manage l'application web. Ça, c'est un utilisateur qui est peu privilégié. Je ne vais pas pouvoir faire énormément de choses. Je ne vais pas pouvoir détruire toute la machine, par exemple, parce que cet utilisateur-là est contenu. Mais ce n'est pas grave, je peux faire quand même d'autres trucs. Maintenant que je suis là, et que, en gros, je suis devenu administrateur web de cette application, je peux, par exemple, le défacer. Alors, je vais le mettre en maintenance, parce que c'est toujours rigolo. Enfin, moi, je trouve que c'est rigolo. Peut-être que eux, non, mais bon. Alors, je suis en train de chercher où on fait ça, bien sûr. Mettre le site en maintenance, parce que je me suis fait une petite feuille de triche pour éviter l'effet démo. Alors, nous y voilà, on retourne ici. Je vais donc envoyer une commande qui dit, tu vas effacer, tu vas ajouter un nouveau fichier qui dit, ce site WordPress, il est en maintenance. Je l'envoie. Et donc, je retourne sur ma jolie page qui héberge de l'application de l'organisation qui voulait sauver les renards arctiques. Bon, maintenant, c'est terminé. Cette organisation, elle n'a plus de site web, il est en maintenance. Bon, ça, c'est encore pas bien méchant, parce que je vais rattraper ça, je vais enlever la maintenance, parce que c'est pas tellement drôle. Hop. Donc, pour enlever la maintenance, je vais revenir à mon petit outil de commande que je me suis fabriqué moi-même. J'exécute ça. On est d'accord. Non, pardon, il n'est pas là. Là. Ça, c'était... Je recharge cette page et je ne suis plus en maintenance. Bon, mais ça, c'était sympa. En général, les attaquants ne sont pas sympas.
Maintenant, je vais carrément envoyer mon propre visuel. Et alors, si je n'ai pas d'effet démo, maintenant, eh ben si. C'est pas drôle sinon. Hein. J'ai pas exécuté. Oh, heureusement qu'il y a des gens qui suivent, c'est bien. J'y retourne. Non, mais ça, c'est parce que je tiens et le micro et ci et ça. Et, allez, tac. Non, mais j'ai répété 1000 fois, hein. Mais ça a marché 2-3 fois quand même. Allez, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a fait au renard arctique? Ah, bah c'est terminé. Allez, renard arctique. Et donc, vous voyez que j'étais bien habillée, bien assise confortablement sur mon canapé. J'avais un petit ordinateur. Ça ne m'a pas pris longtemps et j'ai défacé un site web. Ça, c'est une toute petite attaque, en fait. J'aurais pu progresser encore. J'aurais pu fouiller complètement la machine, chercher s'il n'avait pas des biens intéressants, essayer de passer de cette machine à une autre machine et me propager le plus loin possible dans le système d'information. Mais je vais m'arrêter là parce qu'on va aborder plein d'autres sujets, donc je rends le micro. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on voit le développement de beaucoup de nouvelles technologies, en particulier l'intelligence artificielle. Comment l'intelligence artificielle impacte ces cyberattaques? Quelles sont les choses qui sont permises par cette IA? Alors, l'intelligence artificielle, c'est super cool pour les attaquants. Parce que ça aide beaucoup à améliorer son code d'attaque. Parce que quand ça ne marche pas, et souvent ça ne marche pas du premier coup, il faut comprendre vite pourquoi ça ne marche pas. Et le fait d'avoir des outils d'intelligence artificielle puissants, ben, ça vous aide dans ce travail-là de mettre au point des codes qui sont plus robustes et de trouver pourquoi parfois vous avez raté votre attaque, elle ne fonctionne pas. Et donc, on retrouve aussi beaucoup l'intelligence artificielle dans de nombreuses attaques informationnelles. On fait dire des propos problématiques à des personnalités. Les deepfakes sont de plus en plus faciles à mettre en œuvre. Alors, qu'est-ce qu'une attaque informationnelle et comment fonctionne une campagne de désinformation aujourd'hui? Alors, bon, moi aussi, je vais me lever. Hein. Donc, mais je n'ai pas une jolie démo à faire comme Valérie. Alors, donc, une attaque informationnelle, alors, c'est vraiment, on peut faire le parallèle avec ce qu'a présenté Valérie. Les gens, ils vont chercher à faire quoi? Ils vont chercher à trouver des failles. Alors, des failles, ça peut être dans nos comportements, hein, dans nos comportements qu'on a avec nos ordinateurs, là où on clique, ce qu'on va poster sur les réseaux sociaux sur nous et tout, qui vont leur permettre d'apprendre un certain nombre de choses sur nous, donc d'apprendre un certain nombre de nos vulnérabilités pour nous toucher là où ça fait mal. Mais ça existe aussi au niveau de l'État. Et donc, pareil, hein, les attaquants du point de vue informationnel, eh ben, ils vont chercher à trouver les vulnérabilités d'un État. Ça peut être une crise, je sais pas, type crise gilet jaune, type crise des agriculteurs, pour arriver à rentrer dans ces réseaux-là et puis amplifier une contestation qui est tout à fait normale dans une démocratie, et puis manipuler, faire changer les gens d'opinion dans le cadre d'élections, par exemple, ou bien dans le cadre des Jeux Olympiques. On a vu aussi, il y a des attaques informationnelles. Voilà, je continue. Vous avez une question? Alors, on peut décrire les trois exemples. Voilà, alors je vais donner des exemples. Alors, par rapport à la question qui était aussi autour de l'intelligence artificielle, alors, qu'est-ce qui a changé? Parce que les manipulations d'informations, ça a toujours existé, d'accord? Mais alors, bon, ça a existé à moins grande échelle, quoi. Les manipulations d'un État par un autre État, ça a existé. Mais là, c'est vraiment dans la vie tous les jours de tout le monde, de tout un chacun. Alors, pour revenir avec le parallèle avec la guerre conventionnelle, hein, on voyait, la diffusion, elle n'a plus de frontières maintenant. Et une attaque cyber, elle peut être lancée à un endroit du monde et puis faire des dégâts à un autre endroit du monde. Pareil pour les attaques informationnelles. Et puis, du point de vue des attaques informationnelles, les contenus, ils sont disponibles tout de suite.
D'accord ? Souvent, ce qu'on voit et ce qu'on appelle les comportements coordonnés inauthentiques, c'est qu'il y a une fausse nouvelle qui va se diffuser sans qu'il y ait de raison valable pour ça, sur des tas de réseaux de façon vraiment simultanée. Et puis, tout le monde peut en produire, tout le monde peut relayer. Alors, ça, je vais revenir là-dessus, sur ce qu'on peut produire, mais aussi, c'est par où ça passe. Les attaquants, ce qu'ils vont choisir, c'est ils vont dire, bon, bah voilà, Jules, Valérie, Augustin, c'est des super influenceurs, donc je vais envoyer ma fake news à travers eux, ils vont la redistribuer, et comme ça, ça va atteindre un maximum de gens. Et puis après, le problème, ce qui a changé aussi avec Internet, c'est que les traces numériques, ça ne s'efface pas. Et donc, il y a des fake news qui peuvent ressurgir des années après et être utilisées comme ça. Alors, les types de choses qu'on peut faire, vous le savez, du coup, c'est les images. Ça peut être aussi ce qu'on appelle le spoofing. Donc, c'est vraiment prendre l'identité de quelqu'un. Alors, ça, on le trouve dans des mails. Quelqu'un qui va vous envoyer un mail sous une fausse identité. Quelqu'un qui va utiliser une adresse IP d'un ordinateur, et ça c'est aussi beaucoup utilisé par les attaquants pour relayer des informations et vous faire croire que ça vient d'un site qui est fiable, et puis aussi donc au niveau du texte, et puis au niveau des vidéos, là je vois plus sur ton ordinateur, au niveau des vidéos, alors ça peut être des techniques très très simples en IA, là c'est une vidéo de Nancy Pelosi, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont vraiment juste ralenti sa façon de parler. Et le fait de ralentir sa façon de parler, on a l'impression qu'elle est complètement saoule. D'accord ? Du coup, vous voyez, avec des techniques, il n'y a pas besoin d'IA. The opportunity to do something historic for our country. We want to give this president the opportunity to do something historic for our country. Adjusting the speed. Voilà, merci beaucoup. Et donc, vous voyez que là, juste le fait de ralentir la parole, fait qu'on croit que quelqu'un est complètement ivre, alors que c'est pas le cas. Alors, j'enchaîne peut-être, si vous me le permettez, parce que le thème, c'est aussi comment on peut c'est quoi les choses difficiles, comment on peut se protéger de tout ça, voilà. Alors, comme je suis sur la technique, je vais juste enchaîner là sur les différents types de contenus et qu'est-ce qui est facile ou qu'est-ce qui est pas facile. Alors, je suis sûre que dans la salle, là, tout le monde, vous avez tous essayé ChatGPT. Donc, au niveau du texte, c'est très facile de produire un texte qui a l'air très bien, qui est bien écrit. Je veux dire, il y a quelques années, on voyait que c'était du faux parce qu'il y avait des émoticônes, parce qu'il y avait un style bizarre et tout. Maintenant, ça, c'est fini. Du coup, c'est très difficile à détecter. Mais il y a des choses quand même, c'est que si vous demandez quelque chose sur un événement récent, comme ces modèles de langage qui apprennent, ils n'ont pas eu le temps d'apprendre là-dessus. Souvent, ça va pas bien marcher. Il y a autre chose, c'est que les fake news, généralement, ça reprend des choses vraies, et puis au milieu, il va y avoir un truc faux. Donc, essayez de trouver par de l'analyse de discours, par des choses comme ça, qu'est-ce qui est faux au milieu d'une news qui est juste. Alors, après, au point de vue de l'image, l'image c'est difficile aussi parce qu'on produit des images de très bonne qualité avec de l'IA. Du coup, tout ça, c'est des armes pour les gens qui produisent ce type de fake ou de deepfake. Alors après, il y a quand même des choses qui sont... Alors, pour les images, c'est vraiment difficile, comme pour le texte, parce que même arriver à trouver la sémantique d'une image, ce qui est beaucoup utilisé aussi, c'est à travers des publicités, donc des publicités un peu subliminales où on va vous faire passer un message politique. Donc ça, c'est difficile, c'est beaucoup utilisé. C'est plus facile de détecter aujourd'hui dans tout ce qui est parole. Parce que on a chacun dans notre voix, alors on est capable de dire ça c'est un homme, ça c'est une femme. Si on a beaucoup de données sur quelqu'un, on va arriver à l'identifier. Mais quand même, on a des choses très particulières qui sont dans notre voix, notre façon de parler, donc le timbre, la prosodie, etc. Et ça, du coup, on arrive un peu plus à détecter que c'est du fake.
Mais vous voyez qu'on arrive à faire des choses très bien. Voilà. Et pareil pour les vidéos. Après, il y a tout ce qui est arrivé à ce que je vous disais tout à l'heure, je parlais du spoofing. Alors, j'aime bien cet exemple du titre de Libération, parce que ça, c'était une fausse une de Libération qui a été faite pendant les Jeux Olympiques. Et là, on arrive à ce que je vous disais tout à l'heure. Qui a relayé ça? Ben, ça a été relayé par une députée, bon, qui après s'est excusée. Mais vous voyez, une fois que c'est parti comme ça, ben, c'est très difficile. Et en plus, on a tendance, ça c'est une tendance naturelle, à aimer relayer, aimer croire ce à quoi on croit déjà. Et donc le fait qu'il y ait des communautés sur Internet et qu'on arrive encore une fois à se dire, bon, voilà, telle communauté, elle est sensible à telle chose, elle va plus croire telle autre chose que telle chose, et ben ça marche bien, quoi. Alors voilà, alors après, pour terminer, ce qu'on arrive à faire, donc au niveau du contenu lui-même, c'est difficile. Il va y avoir de plus en plus de contenu manipulé, pas forcément pour faire du mal, hein. Vous pouvez manipuler votre photo pour avoir l'air plus jeune, bon, ça fait mal à personne, hein. Mais donc s'épuiser à essayer de détecter au niveau du contenu des choses qui ont été créées automatiquement, qui ont été manipulées, on peut le faire, mais c'est compliqué. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir qui est le primo-diffuseur, comme on dit, de cette information. Donc ça vient d'où? Est-ce que ça vient au départ d'un site qui est basé, je ne sais pas, dans tel ou tel pays? Comment ça a été relayé? Est-ce que ça a été envoyé vraiment de façon simultanée d'un site qui est pas du tout en France, mais donc à une heure qui est très bizarre, et tous les jours on va avoir des choses qui viennent de ce site-là. Donc c'est tous ces petits indices qui vont aider à détecter que c'est des informations qui sont pas fiables. Et donc l'État fait pas mal de choses là-dessus, hein. Il y a eu la création de Viginum, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, je vous conseille vraiment d'aller voir leur rapport, ils sont vraiment bien, qui a été créé en 2021. Donc ça, c'est côté sécurité. Et côté ministère des Armées, il y a eu le ComCyber qui a été créé en 2017 et qui s'intéresse non seulement donc à des choses dont a parlé Valérie, mais aussi à la lutte contre les manipulations d'informations. Je vais lâcher mon micro. Merci. Donc on va justement reparler un peu de cette cyberdéfense qui est en pleine essor en France et même en Europe. Donc face à cette évolution rapide des cyberattaques, la cyberdéfense est-elle aujourd'hui en capacité d'anticiper ou reste-t-elle vraiment condamnée à réagir? Et quelle est cette capacité de cyberdéfense française aujourd'hui? Alors, il y a plein de questions dans cette question. Je vais revenir, je veux bien revoir mon ordinateur, si c'est possible, en vidéo. Je vais revenir à ce que je montrais tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, vous avez vu, j'ai envoyé quelques commandes et, a priori, on aurait dû être capable de se rendre compte que ce site était en train d'être attaqué. Si vous êtes une organisation qui est sensible à la cybersécurité, et aussi si vous en avez les moyens, votre organisation, elle peut être monitorée, supervisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a de l'activité sur votre ordinateur, chaque fois qu'une application qu'on a jugée intéressante à surveiller fait quelque chose, eh ben, elle écrit dans ce qu'on appelle un journal de log, ben, j'ai fait ça, j'ai vu ça. Et donc ça produit des choses qui ressemblent à ça. Alors ça c'est produit par la surveillance de l'ordinateur sur lequel j'ai fait ma démonstration. Et vous voyez que bon, il y a des informations du type à quelle heure il était quand j'ai vu l'action, et puis tout un tas d'événements qui sont des événements qu'on appelle bruts. C'est-à-dire que c'est dans un langage qui appartient à celui qui l'a écrit, et souvent on n'y comprend pas grand-chose, mais ce que nous donne la supervision, c'est ce genre de choses. Et ensuite, toute la difficulté, ça va être de retrouver dans ces montagnes de lignes de log, parce que c'est produit en permanence, parce qu'il y a plein d'activités sur nos ordinateurs. Et ce qu'on va vouloir retrouver, c'est des tout petits morceaux qui nous disent « Ah bah oui, là tu as reçu un message dont je sais qu'il est malveillant parce que j'ai déjà vu ça. » Et ça, c'est un symptôme d'attaque. Ça veut dire que détecter une attaque qu'on connaît déjà, c'est quelque chose qu'on sait faire. Après, quand on veut détecter une nouvelle attaque, ben là, on est bien embêté, parce que par définition, vous ne savez pas ce que vous cherchez. Et donc, ce qu'on fait en recherche, c'est qu'on va construire des modèles
qui vont essayer d'apprendre ces activités-là pour détecter ce qu'on appellera une anomalie. Donc c'est très compliqué de dire ce qu'est une anomalie. Pour expliquer de manière un petit peu simplifiée, par exemple, là j'ai compromis un utilisateur qui s'appelait www.data. Et cet utilisateur s'est mis à faire des choses, ce qui est bizarre parce que d'habitude, sur cet ordinateur, cet utilisateur ne fait jamais rien. Donc ça va être des choses comme ça qu'on va vouloir modéliser et qu'on va vouloir automatiquement remonter. Et la supervision, c'est ça. Après, tu m'as demandé la cyberdéfense en France. Alors, il y a plein de niveaux. Il y a le niveau, on va dire, des petites, moyennes entreprises qui n'ont pas forcément la compétence et les moyens de mettre en place ce genre de supervision. Donc, en fait, ceux-là, souvent, sont aveugles à ce qui se passe sur leur système. Après, les plus grosses entreprises, elles vont mettre en place de la supervision. Et donc, elles sont surveillées 24 heures sur 24. Et il y a des outils informatiques, bien sûr, qui vont trier les alertes, comparer les événements, corréler les informations. Et puis, à la fin de la chaîne, il y a des humains qui, en permanence, regardent ces événements et décident si, voilà, il faut intervenir ou, en fait, il y a une activité qui est malveillante, mais elle ne devrait pas porter dommage à l'entreprise. Et puis après, il y a le niveau défense-État. En fait, c'est des choses que je ne peux pas parler forcément en public, d'ailleurs que je ne connais pas suffisamment, mais évidemment, on a le même genre de système de supervision, avec les mêmes problèmes. Et donc, il se pose aussi beaucoup de questions dans la cybersécurité sur la transparence et l'éthique. On a vu que l'intelligence artificielle transforme profondément donc, nos capacités de détection et de défense, mais transforme aussi la manière dont nous découvrons des vulnérabilités sur certains sites. Donc cela pose une question plus stratégique. Que faire de ces failles une fois identifiées? Est-ce qu'on doit les rendre publiques au nom de la transparence scientifique ou les conserver pour des raisons stratégiques? Alors, dans un monde qui va bien, normalement, quand quelqu'un trouve une vulnérabilité, il doit la signaler. Il la signale à celui qui a écrit le logiciel. Et celui qui a écrit le logiciel a un certain temps pour corriger, et ensuite on publie la vulnérabilité. Et en fait, ça c'est une activité, ça c'est bien, parce que quand vous faites ça, tout le monde sait qu'il y a un problème sur ce logiciel. Par exemple, là maintenant vous avez tous bien compris que dans WordPress il y a des plugins qu'il faudrait désinstaller. Maintenant que vous le savez, vous allez mettre à jour votre système, et cette attaque-là, elle ne pourra plus arriver parce que tout le monde aura mis à jour. Quand on ne publie pas une vulnérabilité, elle prend de la valeur. Et là, on fait naître en fait un marché noir de la vulnérabilité et de comment on exploite ces vulnérabilités. Et ça, c'est pas du tout une bonne direction. Donc la transparence, elle n'est pas que scientifique. En fait, stratégiquement, c'est mieux d'alerter et de montrer pourquoi les attaques sont possibles, pour que tout le monde puisse corriger. Et donc, faut-il réguler davantage les plateformes numériques ou, donc là c'est une question qui s'adresse à vous deux, ou alors renforcer l'esprit des critiques des citoyens sur les différentes attaques possibles? Alors, je commence. Oui, alors bon, réguler, ça c'est clair. Hein. Je pense qu'il faut faire des lois, donc il y en a déjà qui existent, tout ça. Alors c'est compliqué hein, sur les manipulations d'informations, parce que alors maintenant il y a tout ce qu'on appelle ce mouvement libertarien avec Elon Musk et compagnie qui disent qu'on a le droit de tout dire, sinon c'est contre les démocraties si on ne peut pas dire tout ce qu'on veut. Alors, il y a des lois sur ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire, mais c'est compliqué quand vous avez une fake news, voilà, parce qu'on n'a pas le droit d'appeler à la haine, on n'a pas le droit d'appeler à la violence, mais bon, il y a un certain nombre de choses qui passent à travers les filets. Donc ça, c'est une chose. Après, l'autre chose, c'est, oui, la solution, c'est aussi beaucoup d'éduquer. Donc, pour éduquer, alors on parle beaucoup de résilience en ce moment, hein, de résilience, résistance, chacun a son mot. Mais c'est vraiment ça, quoi. C'est faire en sorte que les gens, que nous tous, on fasse attention à nos comportements sur Internet. Je parlais des données qu'on laisse comme ça, à avoir un esprit critique. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font autour de ça. Et en recherche, du point de vue de la recherche, donc j'ai parlé de techno hein, par rapport à l'IA. Maintenant, la technologie, c'est pas tout.
on peut rien faire simplement qu'avec des technos. C'est vraiment une approche multidisciplinaire qu'il faut avoir. Et donc, il faut travailler avec des gens SHS, c'est-à-dire qu'il faut travailler avec des psychologues qui comprennent c'est quoi, comment on peut manipuler les gens, on va appuyer sur quoi, voilà, sur quel levier par rapport à tel type de communauté ou par rapport à tel autre. Des gens aussi qui soient spécialisés en géopolitique, parce qu'une fake news, à un moment donné, sur un sujet, peut-être que ça n'a aucune espèce d'importance. Par contre, dans un contexte géopolitique particulier, ça peut faire plus de dégâts. Merci. Donc, pour conclure cette table ronde, est-ce que vous auriez des conseils concrets à donner au public sur la manière de se prémunir de ces cyberattaques? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à avoir en ligne et quelles sont-elles? Est-ce que vous avez relevé des choses? Alors moi, je peux prendre le début de la question sur la partie purement cyber du point de vue technique, on va dire. Il y a des choses qu'on peut faire du point de vue individuel, c'est des choses assez simples, parce qu'en tant qu'individu, parfois on est limité, parce qu'on n'a pas la main sur tout le système d'information. Mais déjà, avoir des systèmes qui sont maintenus à jour, c'est vraiment important. C'est-à-dire que je suis sûre que tout le monde dans cette salle a déjà cliqué sur la pop-up qui dit « il faut mettre à jour ton système », et vous vous dites « oh non, ça marche bien, j'y touche pas, je le fais pas ». Ça, c'est pas un bon réflexe. Parce que quand le système doit être mis à jour, c'est qu'il a des problèmes et qu'il faudra mieux réparer avant que quelqu'un exploite cette faille. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, il faut avoir une gestion saine de ce qu'on appelle ces credentials, typiquement ces mots de passe. Donc, je vais prendre une image toute simple. Vous avez une maison, votre maison, elle a un portail, une boîte aux lettres, un cadenas pour l'abri de jardin, elle a peut-être un cadenas pour le vélo. Vous avez une clé pour chacun de ces objets et vous n'avez pas la clé de la boîte aux lettres qui ouvre tout. Et c'est pareil pour votre mot de passe. C'est des choses que vous changez régulièrement et un mot de passe pour chaque objet. Déjà, si chaque personne fait ça d'un point de vue individuel, on va régler pas mal de problèmes. Et ensuite, le reste appartient à des organisations. Ces organisations, elles devraient respecter la même chose, le principe de moindre privilège, maintenir ces systèmes à jour et garder à l'état de l'art. C'est déjà, on évitera plein de problèmes. Alors pour la partie informationnelle, j'ai déjà un petit peu répondu. Donc faire attention à ce qu'on met sur Internet. Et puis après, être méfiant, avoir un esprit critique, quoi. Donc même si on fait partie d'une communauté sur Internet, je l'ai dit tout à l'heure, on a tous tendance à aimer croire les gens qui pensent comme nous. Mais ça aussi, c'est l'esprit critique. Attention, vérifier les choses. J'ai donné des exemples aussi, vérifier ses sources. Après, à partir de là, comme le disait Valérie, alors il y a aussi au niveau des institutions, c'est pas tout à fait ce qu'elle disait, mais au niveau de l'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui se mettent en place. Donc, oui, encore une fois, j'ai l'air d'être... je travaille pas pour Viginium, je travaille pour INRIA, mais on a des accords avec eux. Mais je vous encourage vraiment à lire leurs rapports, parce que ça vous explique comment ça fonctionne. Et puis, juste pour terminer, dans les écoles, voilà, éduquer les gens très tôt, quoi. Donc, juste une dernière question avant de passer aux questions du public. Êtes-vous optimiste face à l'évolution, face à l'intelligence artificielle et l'évolution des menaces actuelles ? On avait dit pas cette question. Moi, je suis d'un naturel optimiste, donc je répondrais oui. Maintenant, il faut comprendre que les questions de cybersécurité, il y a des années en arrière, on n'en parlait pas. Donc, c'est pas que ça n'existait pas, c'est juste qu'on s'en rendait pas compte. Maintenant, évidemment, l'attaquant a plus de pouvoir grâce à l'IA, mais il en avait déjà pas mal avant. Mais les attaques aujourd'hui, elles sont pas si malignes que ça. Donc, il est probable qu'avec un peu d'IA, elles seront plus malignes qu'elles ne sont aujourd'hui. Mais on a aussi toutes les clés en main pour avoir des systèmes qui y résistent. Donc, cette espèce de jeu de chat et de souris, il va continuer dans cette direction. Probablement que techniquement, ça va devenir un peu plus compliqué. Mais il n'y a pas de raison d'être complètement pessimiste. Enfin, en tout cas, c'est mon opinion. Alors après, moi, je suis joker, mais pas joker. Je vais juste vous raconter qui va dans le même sens. Je suis optimiste parce que, par exemple, l'autre fois, j'étais au cours de Pilates. Vous allez me dire, pourquoi elle nous parle de son cours de Pilates? Parce que au cours de Pilates, il y a quelqu'un qui a dit, oh là là, avec le réchauffement climatique, et puis ces changements climatiques, il faisait moins 40 au sommet de je sais pas quelle montagne. Et il y a quelqu'un d'autre qui a répondu,
mais c'est une fake news ou c'était au JT? Et je me suis dit, ah, ben quand même, les gens maintenant, ils ont intégré le fait que ça peut être une fake news. Par contre, le journal télévisé, moi, quand j'étais petite, on disait, oh là là, ils l'ont dit au journal télévisé, c'est n'importe quoi. Ça devient la référence. Donc, on progresse, mais il faudra que le JT s'adapte. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux, on vous applaudit. Et on va prendre vos questions. Il y en a de ce côté. Alors, il y a une seule personne qui va pouvoir vous tendre le micro. Là-haut, là. Pendant ce temps, l'ordinateur de Valérie est en train de hacker l'Élysée. Bon, je ne sais pas si c'est... Je stoppe là au SSH? Non, tu peux laisser. On vous écoute. Alors, vous semblez porter la responsabilité à l'individu pour se protéger des fake news, mais est-ce que ce n'est pas une responsabilité institutionnelle? D'où ma question, à quand les watermarks indélébiles? Pourquoi pas basés sur la blockchain pour les visuels, enfin, tout ce qui est sonore et tout ce qui est écrit, nous permettant de confirmer ou d'infirmer un contenu? Alors, je vous remercie, c'est une très bonne question. En plus, vous me permettez de parler de la partie dont je n'ai pas parlé. Effectivement, il n'y a pas que l'intelligence artificielle, et il y a beaucoup de recherches. Donc, bon, je parle pour ma paroisse, mais il y a pas mal de choses qui se font chez INRIA sur ces aspects-là. Alors, il faut quand même savoir que ces techniques de signature, de watermarking, elles aussi, elles sont détournables, mais effectivement, c'est une façon de faire. L'autre problème aussi, c'est que maintenant, les plateformes comme Google, tout ça, sont censées dire ça, ce contenu a été généré par l'IA. Du coup, il doit y avoir une signature comme ça. Mais pareil, c'est des choses qu'on arrive à détourner, quoi. Mais vous avez raison, et ça pourrait être au niveau institutionnel. On peut très bien imaginer qu'il y aurait une institution qui mette des signatures comme ça, qui soit le garant de la vérité ou de comment a été fabriqué le contenu en question. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça me semble difficile à mettre en place, parce que dès qu'il y a on essaie de mettre en place des autorités indépendantes, les uns crient au fait que c'est... Vous voyez, qui pourrait dire ça c'est la vérité si ça vient du gouvernement? Il y a une suspicion. Non, le sujet est complet. Je ne voulais pas vous embrouiller davantage. Oui, non, je ne peux rien faire là. C'est aussi le fait que ce contenu n'a pas été modifié à l'insu de celui qui l'a fait au départ ou détourné de son façon initiale. Oui, c'est un changement d'état. Oui, ce serait. On va prendre une autre question. Oui. Monsieur. Merci. Et après, on descendra parce qu'il y en a ici devant. Oui, tout à l'heure, vous avez montré un exemple de cyberattaque. Je voudrais savoir à quel moment, on va dire, ça devient... quelqu'un est autorisé à s'introduire illégalement sur un site à des fins de contrer des menaces. Je suppose qu'il y a des modèles qui sont faits pour entraîner les personnes qui travaillent au ComCyber ou dans d'autres agences. Est-ce qu'il y a des études d'ingénieurs qui sont faites spécialement pour ça? Est-ce que c'est sur des vrais systèmes? Est-ce qu'il y a des attaques vis-à-vis en tout cas, est-ce que la France est prête à être dans une logique offensive? Merci. Oui, alors il y a plein de questions dans cette question. Déjà, à partir du moment où vous entrez légalement sur un système en production, c'est illégal. Sauf si on vous a autorisé explicitement à le faire. Donc c'est ce qu'on appelle un exercice de pen test, par exemple. Donc on fait exprès de laisser le site ou le système d'information se faire attaquer par des gens qu'on a chargé de faire ça, pour identifier les problèmes et les vulnérabilités et après y remédier. Ensuite, est-ce qu'on forme les personnes à s'entraîner et à devenir meilleures à attaquer le système? Oui. Ce que vous avez vu là, la démo que vous avez vue par exemple, en fait, elle est générée automatiquement à partir de la description d'un scénario d'attaque. Ça, c'est un travail de recherche. Et ce travail-là, il nous sert à construire des exercices d'entraînement pour des étudiants et pour faire des concours aussi. Une question devant, madame. Oui, donc on parle beaucoup d'IA pour la diffusion de fake news ou de développement des modèles de cyberattaque, mais est-ce que justement en contrepartie, on utiliserait l'IA dans la recherche notamment pour développer des techniques de contre-cyberattaque? Alors, il y a deux réponses. Je pense moi, pour ma partie, oui, on utilise l'IA, mais attention parce que en cybersécurité, il y a pas grand-chose qui ressemble autant à une activité normale qu'une activité malveillante.
Et donc, c'est vraiment des distinctions qui sont extrêmement fines. L'IA sait très bien reconnaître les formes, si je schématise un peu. La cyberattaque, elle prend son sens dans l'intention de l'attaquant. Tout ce que j'ai fait devant vous, c'est des actions normales du système. J'ai utilisé des codes qui sont tout à fait légitimes. C'est l'intention que j'ai mis derrière qui, elle, est malveillante. Et reconnaître ça, c'est extrêmement fin. Mais oui, on utilise l'IA et on a encore un peu de travail devant nous. Oui, alors même chose, hein, j'ai donné quelques exemples tout à l'heure. On peut utiliser l'IA pour détecter au niveau des contenus, on peut, voilà. Mais pareil, il y a des choses qui sont difficiles à détecter, c'est l'intention. Je donnais l'exemple des images, bon, ça c'est compliqué, quoi. Et puis après, il n'y a pas que l'IA. Hein. Ce que je donnais comme exemple aussi, d'être capable de remonter au primo-diffuseur, du watermarking là, dont on parlait, c'est aussi d'autres méthodes. Donc effectivement, il y a des méthodes qu'on utilise pour se protéger. On va prendre une dernière question. On va vous faire passer un micro. Oh, exceptionnellement, on aurait pu passer devant. Qui est optimiste dans la salle par rapport aux attaques cyber? Il lève la main. On va tous s'en tirer. Très bien, vous êtes 4 sur 300. Ça ne vaut rien scientifiquement, mais c'est quand même assez édifiant. Monsieur, on vous écoute. Oui, alors effectivement, vous avez parlé de guerre invisible, mais c'est vrai que la cybersécurité, en fait, elle touche tous les niveaux. Et je pense qu'il est très important de replacer, en fait, la capacité à chaque niveau de répondre ou de s'entraîner. Et aujourd'hui, il faut quand même avouer que plus de 80%, je pense, je n'ai pas les chiffres exacts, mais ce sont vraiment des attaques au niveau personnel. Aujourd'hui, qui n'a pas appuyé sur un mail qui pensait légitime, qui n'a pas appuyé sur un site web où il pensait qu'il allait faire quelque chose de normal et qui se retrouve avec beaucoup de problèmes. Nos anciens, puisque ce sont les plus fragiles au niveau de l'informatique, et du numérique, sont les plus touchés aujourd'hui, et tous les jours c'est pareil. Donc en fait, ce que je pense très important, c'est de replacer la cybersécurité à tous ces niveaux, le niveau le plus bas étant effectivement l'individu et sa capacité à utiliser les outils, à comprendre les outils et à comprendre les menaces. Et ça, c'est l'éducation. Alors on le fait dès l'école élémentaire, il faut continuer à tous les niveaux. Les outils aussi s'améliorent. Et puis, il y a la cybersécurité à des niveaux beaucoup plus importants, entreprises, que ce soit la guerre économique, la guerre politique, où là, effectivement, ce n'est plus les individus, mais ce sont des entreprises, des capacités, voire des gouvernements qui s'en occupent. Mais j'insiste beaucoup parce qu'aujourd'hui, je pense que la plus grande fragilité que nous avons, c'est au niveau de l'éducation de l'individu et sa capacité à comprendre et à utiliser ces outils. Merci pour cette remarque, on terminera là-dessus. Merci à nos deux invités, on peut les applaudir avec chaleur. Et on va continuer à creuser le sillon avec un autre axe pour notre prochaine session, construire l'autonomie stratégique de l'Europe, le défi de l'IA et de la cybersécurité. À tout de suite.